الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Ahlan wa sahlan bikoum, avec moi-même ici sur Booster FM 89.1 avec votre frère Salim Ben Abdelrahman, ici journaliste culturel pour Booster FM 89.1 MHz. On est ici toutes les semaines sur Toulouse pour parler culture arabe pour l'émission Retour arabe, Retour arabi, avec moi-même, votre frère, votre cousin. Et on va parler de énormément de sujets. Toutes les semaines, on aborde un sujet intéressant. Donc on planifie, on en discute, on rentre un peu dans le détail de ce sujet. Et après, libre à vous de vous exercer dans ce dernier, d'étudier les livres et tout ce qui importe à ce dernier. La culture arabe immense, donc plus de 400 millions de locuteurs, une culture civilisationnelle qui a changé le cours du temps, le cours de notre vie au quotidien aussi, donc par tous ces aspects. Et encore de nos jours, donc de l'influence énormément. Et le thème de cette semaine, il n'est pas des moindres parce que c'est un thème fédérateur, c'est la ville arabe, Medinat al-Arab. Donc la ville arabe. Qu'est-ce que c'est la ville arabe et pourquoi ce charme justement de cette ville, ce style a tant fait rêver les gens, a tant fait fantasmer les gens. La ville arabe et ses beautés et ses richesses, voilà, présentes tout autour de nous et voilà, c'est une base intéressante qui a vraiment donné la civilisation arabe et sa culture, qui l'a vraiment rendu exceptionnelle. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pour parler d'un pays, on parlait d'abord de sa ville. Donc on disait Cordoba a dit ou Bagdad a dit. Donc en parlant de l'Irak ou de Al-Andalus, donc on citait d'abord la ville, là où toute l'administration était posée. Donc voilà, mais sans rentrer dans des immenses détails que je vous laisse bien sûr peaufiner vous-même. On va parler dans les grandes lignes de ce qui fait la ville arabe et sa caractéristique. Donc ce qui est vraiment intéressant, ce qui est un peu spécifique, donc c'est dans ces constructions, on a toujours deux choses qui reviennent dans la ville arabe, Medinat al-Arab. Donc les mosquées, une mosquée notamment, une mosquée principale, et les marchés, les souks. Donc ces deux choses sont vraiment spécifiques de la ville arabe. Les mosquées sont bien sûr dotées d'une coupole et d'un minaret. Du haut des minarets, une personne fait ce qu'on appelle l'appel à la prière. Al-Mu'addin. Mu'addin, qui a donné le mot français Mu'addin. Donc 5 fois par jour, justement, cette personne appelle les croyants justement à venir prier. Donc au haut des minarets, le minaret dépasse toutes les constructions. Donc par rapport à cela, certains ont fait même aujourd'hui, de manière très moderne, on utilise les minarets un peu comme des constructions, comme la dernière grande mosquée d'Oran par exemple, qui abrite le ministère des Affaires religieuses. C'est tout un immeuble en fait le minaret. Certains minarets possèdent des horloges, où on peut voir l'heure. Donc et on a énormément de choses autour du minaret. Le minaret fait rêver. À chaque fois qu'on parle d'une ville orientale ou maghrébine, on montre d'abord cette ville avec ses minarets. Et il faut savoir que l'appel à la prière donne une certaine ambiance, en fait. Donc on a quelque chose qui apaise les gens et on a ce côté un peu flottant, justement, ça agit un peu, c'est un temple qui agit un peu pour abaisser les gens, pour les ramener en paix. Donc quand les gens sont un peu trop excités, c'est bien aussi de les rappeler qu'on ne vit pas éternellement, que voilà, il y a l'appel à la prière, donc tout le monde redescend un petit peu de son piédestal et avec toute humilité. Donc ça donne énormément de choses comme ceci. On peut le voir dès qu'on monte un peu en hauteur sur certaines villes arabes, comme la ville du Caire, Medinat al-Qahira, où on voit un peu le surnom de la ville du Caire est la ville des 1000 minarets, et où on voit un peu quand tous les minarets font l'appel en même temps pour l'heure de Maghreb, par exemple, on a cet aspect de flottement. Vous avez l'impression de voler dans les airs avec ce côté-là. Sûrement, il y a un lien avec les ondes acoustiques. Donc, on fait de la radio. Sûrement un lien avec les ondes acoustiques et le flottement de l'air, justement, de l'onde en hauteur qui se propage. Donc, on a ce côté un peu où on décolle. C'est vraiment magnifique. Plus proche de nous, la ville de Tlemcen, en Algérie, où on peut avoir cet effet-là aussi. Donc dès qu'on monte un peu sur les hauteurs de l'El Esti, pour ceux qui connaissent un peu l'ouest algérien, sur les hauteurs de l'El Esti, et on voit la ville de Tlemcen à l'heure del Maghreb, on a ce côté-là un peu flottant. Et c'est vraiment magnifique, c'est original. Vous ne trouvez ça dans aucune autre culture. Donc je vous le conseille, à partir de Toulouse, donc c'est des vols directs
envers beaucoup de villes arabes du sud de la Méditerranée et pouvaient apprécier ce spectacle humble, avec toute humilité bien sûr, parce que ça reste la prière quand même. Donc voilà, je vous invite vraiment à voyager, à y aller et à découvrir un peu voilà, ce côté bienfaisant, ce style qu'apporte l'appel à la prière 5 fois par jour dans une ville. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans le monde occidental, là où on vit, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, ça nous paraît très loin. Ça nous paraît loin, 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 loin à l'époque où, justement, la religion était présente autour de nous. Donc, ça peut être... on a un peu ce côté un peu original dès qu'on visite les pays arabes, encore aujourd'hui, en 2017. Et... pour un linguiste et quelqu'un qui étudie la civilisation, c'est vraiment intéressant que les Arabes ont gardé cette tradition-là. Donc voilà. Le souk, le marché, très intéressant. Donc un endroit où tout le monde se rejoint, bien sûr, pour vendre ses marchandises. Autour des marchés, on retrouve des choses comme les caravansérails. Donc on en retrouve encore quelques-unes au Maghreb, surtout au Moyen-Orient. C'est des sortes de supermarchés, l'ancêtre de l'hypermarché ou du supermarché. Les gens déposent leurs marchandises. Il y a même des endroits où on dort. C'est un complexe autour du commerce. Les caravansérails. C'est très beau, c'est très typique. Donc la vieille ville de Tunis en possède. En Algérie, il faut chercher pour en trouver. Au Maroc aussi, vous en trouverez. En Égypte, beaucoup. En Syrie, énormément. Notamment celui de Damas qui est très, très, très connu. Donc voilà. La ville arabe aussi a cette caractéristique, parce que des fois elle ne porte d'arabe que le nom, parce qu'elle est très très cosmopolite. Elle attire des gens de partout dans le monde. Donc vous avez dans les villes arabes qui ont gardé cette spécificité, vous avez de tous les pays du monde arabo-musulman, mais pas que, qui se rendent là-dedans. Moi je me rappelle, la ville de Damas avait des gens qui venaient, les plaques d'immatriculation de la ville de Damas, je ne sais pas aujourd'hui après la crise syrienne qu'est-ce qu'il en est, mais de l'époque, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable la ville de Damas parce que les plaques d'immatriculation donnaient des coins les plus reculés du monde, du monde asiatique et du monde oriental. C'était incroyable, les gens qui venaient du fin fond de l'Afghanistan, de l'Iran, de partout pour justement apprécier et échanger de manière historique dans la ville arabe, fi Madinat al-Arab. Donc, par rapport à cela, vous avez toute l'administration aussi qui est posée dans la ville arabe. Alors, c'est assez spectaculaire parce que vous avez des fois dans certaines villes qui sont assez énormes, vous avez une administration à part, protégée. Par exemple, vous aviez à Cordoue, plus proche de nous, dans l'ancienne Al-Andalus, vous aviez comment dirais-je, l'administration centrale de Abderrahman, le calife, qui était ultra protégée. C'était vraiment une forteresse, c'était une ville dans une ville, en fait. Et pour y accéder, il fallait passer par plusieurs palais, plusieurs niveaux. Pas n'importe qui pouvait entrer. Donc là, on est vraiment dans un monde de royauté, de passage, qui existe encore de nos jours, sauf que de nos jours, on est dans un monde hypocrite. De nos jours, ça existe encore, mais on ne le voit pas. De nos jours, on est dans une république où on peut parler aux responsables, on peut parler au président, entre guillemets, soi-disant. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au moins, j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas cette hypocrisie. Donc, il fallait vraiment être quelqu'un pour pouvoir discuter avec un responsable. Et il n'y avait pas ce côté où les gens faisaient exprès de faire croire qu'ils étaient si abordables que ça. Donc, voilà. Petite parenthèse personnelle, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, pour revenir au sujet, la ville arabe aussi avait sa spécificité des routes principales, des principaux axes. Donc une immense porte donnait l'accès à une route principale qui donnait vers un monde. Donc dès que par exemple Bagdad avait 4 routes principales. L'une donnait vers l'Iran, l'une donnait vers la Syrie, l'autre donnait vers le Golfe Persique, l'autre donnait vers la Mecque. Donc c'était 4 routes principales, on peut dire aujourd'hui des highways, des autoroutes. Voilà, où vous savez, avec cette porte-là, Bab Souria, vous savez que c'est la route principale qui mène vers la Syrie. Et après, à partir de là, vous pouvez avoir plusieurs ramifications pour aller dans d'autres recoins du monde. Et encore aujourd'hui, dans les anciennes villes, je vous conseille la ville de Tolède à côté de Madrid, qui possède encore des portes un peu partout autour d'elle, dans sa ville médiévale, bien sûr, des portes arabes qui donnent un peu accès
accès aux routes principales. Donc l'aspect autoroute, on va dire que ce qui était intéressant avec les Arabes au Moyen Âge, c'est qu'ils avaient énormément le souci de l'utile. Ils joignaient énormément l'utile à, certains diraient à l'agréable, mais ils joignaient énormément l'utile au futur de la cité, au futur du pays. Et ils enjolivaient ça avec quelque chose de beau d'intéressant. Et on retrouve cette mentalité-là dans la profondeur de la religion islamique aussi, où une chose bonne donne accès à énormément de choses, en fait. Donc, par exemple, si vous occupez, vous fondez une famille, vous avez la bénédiction d'avoir une famille, évidemment, et en plus de ça, vous plaisez à Dieu. Donc vous avez fondé une famille, vous avez une double récompense. Et cette mentalité-là, dans la culture arabe, est très forte, et on retrouve toujours une utilité à plusieurs échelles dans chaque construction aussi. Et la ville arabe en témoigne énormément. Donc ça c'est vraiment pas mal. On va écouter une musique. Donc j'ai choisi exprès bien sûr les musiques d'aujourd'hui en fonction des villes, bien évidemment. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler sur les villes arabes et une musique assez sympathique qui s'appelle Ahl Baghdad, les gens de Bagdad. Donc un peu pour goûter un peu à cette ambiance, et je vous laisse vous imaginer en train de vous balader dans le souk, entre l'appel à la prière, les gens qui vous vendent une marchandise que vous ne connaissez pas, qui vient du fin fond de l'Asie, et des gens assez sympathiques qui vous sourient. Donc je vous laisse avec ce soleil, bien sûr, parce qu'on est dans un soleil très arabique, j'ai envie de dire, à Toulouse. Donc voilà, on se retrouve juste après sur Booster FM 89.1 avec moi-même dans l'émission Rojoa Arabi. Voilà, à tout à l'heure. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et on continue sur Booster FM 89.1 dans l'émission Rojoa Arabi, Retour Arabe, avec moi-même, votre frère, votre cousin, votre ami d'enfance, Salim Ben Abdelrahman. Salim, journaliste culturel ici à Toulouse, spécialiste dans la culture arabe. Et le thème de cette semaine, c'est la ville arabe au Moyen-Âge et la ville arabe en général, Medinat al-Arab. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et on va continuer donc sur ce thème-là, des choses assez incroyables. Moi, la ville arabe me passionne, me fascine même. Et pas que moi, bien sûr, dans le monde entier, elle fascine, elle est vue comme quelque chose d'incroyable. Par exemple, la ville de Tombouctou, encore comme très récemment, les gens disaient Tombouctou est une ville interdite aux infidèles, est une ville fermée. Et les Européens, pour poser un pied à Tombouctou, c'était un fantasme. Donc, ce fantasme est ressorti après l'intervention au Mali d'ailleurs, où les gens reparlaient un peu de ce fantasme jusqu'au très haut sommet de l'État français. Donc assez incroyable à quel point la Médina Arabia, la Médina, fascine et fantasme toujours. Mais il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela, évidemment. Donc la ville arabe était faite d'une certaine façon, où elle créait ce rêve évidemment, mais elle était tellement utile, et elle était tellement consciente de sa vulnérabilité, comme l'homme de sa vulnérabilité, qu'elle était forcément intéressante et charmante. Une ville, par exemple, est créée toujours avec une histoire. Donc on nomme des villes, on nomme on nomme sur des filles, on donne à des filles le prénom de ville. Ça arrive pour Toulouse. Oui, ça arrive pour Toulouse. Il y a des filles qui s'appellent Toulouse. Il faut chercher, mais il y en a. Donc, et pour d'autres villes aussi, évidemment. Mais elles ont toujours eu une histoire. La ville du Caire, par exemple, est née sur une jalousie. Qahira. Elle veut dire la métropole. En fait, c'est le roi de Sicile, l'émir de Sicile, celui qui gouvernait l'île au sud de l'Italie, la Sicile, Sicilia. Il est revenu en Égypte, c'était un arabe, un noble arabe, et il est revenu en Égypte et il était jaloux que la grande ville égyptienne était Alexandrie, une ville avec des bases chrétiennes, on va dire, qui existe encore aujourd'hui, avec une forte communauté copte notamment. Et donc, de sa jalousie, il a dit comment la grande ville arabe est une ville avec des bases chrétiennes, et il est donc tombé fou de jalousie, comme un roi peut l'être. Et il a, de par sa mégalomanie, il a dit je construirai une ville au milieu du Sahara, donc plus bas qu'Alexandrie, qui soit tellement, on va dire, attractive, qui ait tellement un côté circulaire, tournoyant, et un peu comme une planète qui attirerait ce qu'il y a autour d'elle, que cette ville n'aura jamais de fin.
elle ne fera que grandir, elle ne pourra que grandir. Et il a construit Al-Qahira, le Caire. Et il a donné dans ses fondations même au Caire quelque chose d'assez incroyable, qui est encore à l'étude bien sûr, qui fait que cette ville ne fait que grandir, et d'une puissance redoutable. Aujourd'hui, le Caire, c'est une des plus grandes villes du monde, plus de 25 millions d'habitants. C'est énorme. Elle a comment dirais-je, énormément de vestiges. Moi, je vous conseille la rue arabe du Caire, qui est l'équivalent des Champs-Élysées pour le monde arabe. C'est assez spectaculaire, c'est incroyable la hauteur et la grandeur des monuments qui étaient construits il y a plus de 1000 ans dans cette ville. Donc, donc voilà, et il y a toujours une romance autour des villes arabes. Ils ne sont jamais construites par hasard. Donc par exemple, la ville, je reste toujours sur l'Andalousie parce qu'on est à Toulouse, Toulouse un peu le nord de l'Andalous au Moyen-Âge tout de même. La ville près de Cordoue qui s'appelait Medinat al-Zahra. Elle a été construite en 936 par Abderrahman al-Salis, par Abderrahman III, le calife. Il a construit Medinat al-Zahra à côté de Cordoue. Et il l'a appelée Zahra par rapport à la figure emblématique autour du prophète, bien sûr, mais aussi par rapport à sa femme favorite. Donc ça, c'est à reconfirmer. Est-ce que c'est sa femme favorite ou sa fille favorite? Donc ça, je reviendrai vers vous par rapport à ça. Et donc, il lui a donné ce nom affectif, Zahra, donc il y a un prénom très utilisé dans le monde arabe encore aujourd'hui, Zahra, pour nommer cette ville. Et cette ville est devenue l'équivalent de Versailles. Donc c'est un peu comme Versailles, c'est-à-dire que c'est à côté de Paris, il y a toute l'administration des affaires étrangères dans cette ville, et une sorte de beauté exceptionnelle pour pouvoir justement amadouer les investisseurs étrangers et les diplomates et les ambassadeurs. Et les gens même du fin fond de l'Allemagne, on retrouve des poèmes dans les couvents en Allemagne, en Bavière et dans tout la Saxe autour dans cette région nord de l'Europe, qui témoignent de la beauté de Medinat Zahra à l'époque. C'est assez incroyable et c'est rapporté dans le livre de Sigrid Unk. Donc, on voit que toujours cette chose est toujours attire les gens. Dans la ville arabe, aussi des choses intéressantes, c'est aussi le système des waqf, qui existe encore notamment en Algérie. Les waqf, c'est les donateurs. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait tous les commerçants donnent, en plus de la zakat, qui est religieuse, la waqf, c'est vraiment donné en plus, pour construire. C'est-à-dire que tout ce qui est donné par les commerçants de passage, qui viennent et qui repartent de la ville, est utilisé pour le bien public. On construit des hôpitaux, on construit des écoles, madrasat, on construit des mosquées, on construit des endroits où on peut accueillir les pauvres, on nourrit les pauvres aussi avec cet argent, on fait plein de choses, la zakat aussi nourrit les pauvres avec l'argent évidemment. Donc le système des waqf est un système qui est altruiste et qui est entre guillemets obligatoirement moral dans une grande ville. Et on peut imaginer que ce système est très ingénieux parce que quand une ville dépasse, on va dire 1 million d'habitants, comme il était le cas pour Bagdad, les gens, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens, comme on le connaît aujourd'hui dans des très très grandes villes qui dépassent les 10-15 millions d'habitants. On ne peut pas trop gérer quand il y a énormément de monde, donc mettre en place des systèmes sociaux aussi très puissants, pour faire appel à la moralité des gens, c'est très ingénieux et ça permet de garder une paix sociale et à continuer à faire progresser la ville. Donc le système des waqf était quand même est très 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 intéressant. Il me semble que c'est le système des waqf qui entretient la grande mosquée de Paris. Le système des waqf algérien, donc de cette tradition-là algérienne, qui s'occupe de la grande mosquée de Paris. C'est une tradition qui a été laissée par l'État français par rapport à cela. Donc en tout respect par rapport à cette tradition-là. Et moi je trouve ça bien, moi je trouve ça très bien parce que la grande mosquée de Paris, elle a été construite notamment pour récompenser les combattants algériens après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a énormément d'Algériens qui sont tombés, notamment à Verdun. Et donc cette mosquée les a récompensés. Elle a été construite dans le plus pur style maghrébin, andalou. Et elle est magnifique, je vous conseille de la visiter. Dommage qu'à Toulouse, on n'a pas un monument de ce type. Mais ça ne serait tardé, Inch'Allah, un jour. Donc voilà pour le système des waqf. Autre chose assez intéressante dans les grandes villes, c'est qu'il y avait on gagnait du temps. Donc comme aujourd'hui avec l'informatique, on écrivait, c'est-à-dire qu'on a fait passer en fait comment dirais-je, l'écriture sur peau de mouton.
qui aurait été sympa aujourd'hui, écrire sur peau de mouton, n'est-ce pas? Au papier, justement. Et ça, c'est pas anodin. Aujourd'hui, on le considère comme quelque chose de acquis, mais il a fallu que des grands esprits s'y penchent. Donc, pour la découverte du papier, qui nous vient de Samarcande. Donc les Arabes qui sont partis à Samarcande en suivant la route de la soie se sont mis à travailler et ont récolté une sorte après énormément de moulage, là c'est biologique, on retrouve cette pâte assez incroyable qui peut se reproduire de manière, on peut en faire des milliers et des milliers, donc, et on gagne énormément de temps et on se développe énormément plus vite qu'à l'époque où on avait des peaux de moutons, des peaux de bêtes. Donc, ça c'est intéressant. Donc les avantages, c'est que l'encre sur la peau de mouton ou de chèvre n'est pas et on ne peut pas la changer. Donc c'est basé sur de l'eau, on va dire. C'est effaçable. Non, au contraire, on peut l'effacer. Donc ça c'est quelque chose de d'assez abusif. Il fallait 300 peaux de mouton pour écrire le Coran. 300 peaux de mouton. Donc, et il fallait bien évidemment que les peaux soient parfaites, donc sans taches et autres. Donc vous imaginez tout le gaspillage. Voilà, donc avec le papier, on a gagné énormément de temps, c'était beaucoup plus simple et on a permis ce qu'on appelait l'archivage. Alors ça, l'archivage, c'est ce qui vous fait changer de l'époque de la tribalité de votre coin du monde à la civilisation. Le fait d'archiver les choses. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable et qui a donné une grande productivité. Donc vous imaginez avec toutes ces choses incroyables, et là je vous ai pas parlé du système d'éclairage qui a été mis en place par Abdelrahman à Cordoue notamment aussi. Donc une sorte d'éclairage public le soir, là où toute l'Europe était plongée dans le noir, la grande ville arabe de Cordoue, elle, avait ses rues éclairées. Et ça, c'était spectaculaire. Donc les villes arabes ont toujours fait rêver de par toute cette ingéniosité. Et aujourd'hui, les Arabes sont tout aussi ingénieux, on va dire, mais ont perdu plus ou moins ce qu'on appelait ad-damir arabi, la conscience arabe. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est personnel. Je trouve qu'un Arabe qui va travailler 40 ans à la NASA aux États-Unis, oui, c'est bien, hein, c'est mignon, c'est incroyable, mais ça n'en fait pas un grand savant de la civilisation arabe. C'est pas quelqu'un qui va faire avancer la grande civilisation arabe. Donc c'est bien, il a fait avancer un autre pays et une autre culture que la sienne. Et ce Damir Arabi était très fort au Moyen-Âge et il était impossible qu'un Arabe fasse quelque chose, on va dire, dans le vent pour rien. Non, chaque chose avait son utilité. Et c'était intéressant. C'est pour ça que les Arabes du Moyen-Âge sont très intéressants à étudier et beaucoup plus intéressants que les Arabes d'aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, c'est avec le passé qu'on fait l'avenir. Donc voilà. Et la ville arabe était assez spectaculaire par rapport à cela. On peut dire que l'administration de Bagdad, par exemple, ses seuls bâtiments d'administration pouvaient contenir 30 000 personnes. Donc c'était assez fou. Et là, je ne vous ai pas parlé aussi des bibliothèques qui étaient assez incroyables. La bibliothèque de Cordoue contenait 400 000 livres. Donc c'est assez incroyable. Et celle de Bagdad, on lui estime à peu près 1 million de livres aussi. Celle du Caire aussi était très importante, en centaines de milliers de livres, de recueils et autres. Au même moment, la bibliothèque de Paris contenait dans son couvent, en fait le couvent où il y avait le plus de livres, il y en avait 3000. 3000 livres et il en manquait la moitié pour mauvais rendu. Donc voilà un peu la différence entre enfin, pas la différence parce qu'on n'est pas là pour comparer, mais on est là pour attester de cette époque glorieuse. Je vous laisse avec cette musique qui est magnifique de Cheb Khaled, Wahran Wahran, et on se retrouve juste après sur Booster FM 89.1 avec moi-même, avec votre frère Salim Abdelrahman, pour le sujet des thèmes, le sujet de la ville arabe, Medinat al-Arab. Voilà. Et je vous rappelle aussi le café linguistique tous les mercredis, animé par moi-même à Ombre Blanche de 18h à 19h. Donc c'est intéressant pour apprendre l'arabe classique, s'initier aux mots, aux expressions. C'est tout niveau. Venez autour d'un bon café pendant 1 heure, on fait de l'arabe littéraire. C'est vraiment très très bien.
Donc voilà, et le 1er septembre aussi, l'inauguration officielle, donc le lancement officiel plutôt, du journal Rujou Arabi, donc qui arrive en grande pompe pour cette rentrée à Toulouse. Donc à la librairie Ombre Blanche de 18h à 20h. Le 1er septembre, c'est un vendredi. Voilà, donc je vous attends vraiment très très nombreux pour ça, et on peut discuter après, poser toutes les questions que vous voulez sur l'arabité, sur sa culture, sur tout ça, sur son avenir. C'est voilà, n'hésitez pas à venir et à le dire autour de vous, Inch'Allah. On se retrouve juste après cette musique très intéressante aussi, Wahran Wahran, Cheb Khaled, une reprise de Ahmed Wahbi, très populaire en Algérie, Wahran Wahran. Donc la ville d'Oran possède un esprit assez spécial. On aura l'occasion d'en faire un spécial Oran, dans pas très longtemps, Inch'Allah. Et voilà, je vais laisser avec cette musique. On se retrouve juste après. À tout de suite. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. واهلا وسهلا هنا معي هنا في في بوستر اف ام، هنا في إذاعة برنامج إذاعي جميل جدا باسم رجوع عربي، غتو عرب، معي مع سليم عبد الرحمن. هنا سنتكلم عن تاريخ العرب، مدينة العرب هو الموضوع هذا الأسبوع، وكل أسبوع تشاهد بموضوع. تكلمنا عن وقت الأندلس، تكلمنا عن السفر عند العرب، تكلمنا عن العائلة، واليوم سنتكلمون على مدينة العرب. ومدينة العرب هي أجمل من كل مدينة، والناس كانوا في العالم كله يقولون كيف العرب هم أقوى هكذا، كيف العرب هم أقوى هكذا. من جاء ذلك النصر، من جاء ذلك الجميل من الجمال جدا هنا عند العرب. وهو في كل مدينة عند العرب تشاهد بنظام مخصص، يعني تشاهد بمسجد أو مساجد في كل مكان، مسجد كبير. وحتى الآن في كل مدينة العرب بتاريخ كبير تشاهد في المدينة تشاهد بمسجد كبير وعظيم جدا في وسط المدينة، بمنار، حتى يوجد أيضا منار كبير جدا حتى فوق السطح، ويشاهد بكل الناس ويؤذن ويهدي الناس عن الصلاة. وأيضا تشاهد بسوق وأسواق، وهكذا تعمل تجارة، وهكذا البلاد يصبح غني جدا. والعرب صنعوا نظام جميل جدا، ونظام أكثر من قوي، حتى الناس يقولوا مدينة العرب هي مدينة حلم. مدينة العرب إذن سننتقل إلى قرطبة، إذن سننتقل إلى إشبيلية وأشاهد كيف العرب هم يعيشون. والمدة أيضا جاءت من العرب من ذلك الوقت، من أصحاب الشرق ومن أصحاب الغرب، نفس الشيء. وهذا مخصص جيد. وكانت كل المدينة هي عندها باب كبيرة جدا يهدي إلى شارع وشارع عظيم إلى عالم. مثلا في بغداد تشاهد ب4 شوارع، باب سوريا، باب إيران أو باب آسيا، باب الخليج، وباب مكة، باب الحجاز. وحتى الآن في سوريا في دمشق تشاهد بباب الحجاز، في أبواب يعني يهدي إلى الجنوب. وهكذا كانت جميل جدا. إذن تشاهد بطريقة التي تنتقل إلى عالم آخر. وهكذا العرب خلقوا نظام قوي، ونظام يعني يكبر المدينة حتى تصبح مدينة قوية جدا، وتصبح أكثر من عاصمة. الناس يقولوا العاصمة، نعم عاصمة هي فيها كل باني الإدارة، لكن الناس كانوا في وقت قديم يقولوا انتقل إلى قرطبة، خليفة قرطبة، لا يقولوا أندلس، يقولوا مدينة، يقولوا خليفة قرطبة، أو يقولوا خليفة بغداد. وهكذا تشاهد بقوة المدينة، تشاهد بالمدينة عندها تاريخ،
والناس يحبون مدينتهم حتى الآن. وجاءت من يعني هذه الثقافة جاءت من العرب. إذا الناس يقولوا أنا من ذلك المدينة، أنا من ذلك المدينة واحترمني لأنني من ذلك المدينة. وهذه الثقافة جاءت من العرب في ذلك الوقت، لأن المدينة كانت أشياء طيب، وأشياء الناس يشاهدوا بها بالفرحة يعني. وهي مستورة بأبواب كما قلنا من قبل، وليس فقط من أبواب، أيضا من حيط كبير جدا، وهو يستر المدينة. وحتى داخل المدينة توجد في الناس يسترون المدينة، الشرطة أيضا والجنود، وحتى الناس الذين كبروا فيها يسترون مدينتهم. وفيها كثير من الأنظمة التي يستر ويكبر المدينة، كما النظام الوقف هو يعني كل أصحاب التجارة دخلوا أو خرجوا من المدينة يدفعوا مال كما يحبون، يدفعوا مال، وبذلك المال تستطيع تبني المدينة، تستطيع تبني الخليف، يبني مسجد، أو يبني سوق، أو يبني مستشفى، أو يبني مكان للمساكن، وكذا وكذا بذلك نظام الوقف. ومدينة العرب كانت كبيرة جدا، حتى 1000 و2000 شخص في مدينة بغداد، وكانت كبيرة جدا. وحتى الآن مدينة القاهرة هي من الأكبر في العالم كله. 25 مليون شخص يعيش في مدينة القاهرة في مصر اليوم، وهذا جميل جدا. في كل وقت العرب وقت التي كانوا قوي هو وقت التي كانوا يحترموا ويبنوا مدينة ووطن كبير ووطن جميل جدا. وأنا أريد أعود وأتكلم عن الضمير العربي. في ذلك الوقت العرب كان عندهم ضمير عربي، ضمير قوي جدا، وكان عربي يحب بلاده. ليس في الكلمة، ليس في الكلمة يقول أنا أحب البلاد وعنده علم البلاد، لا، كانت في حقيقة كان هو يدفع للبلاد، كان يبني في البلاد، كان يحب بلاده كثيرا جدا. وإذا أنت تحب شيء الناس يحبوها أيضا، هكذا الإنسانية. إذا واحد يكره بلاده، كما الآن كثير من مثلا الجزائريين، كثير من الجزائريين لا يحبوا بلادهم، يقولوا بلادنا بلاد ليس فيه أي العدالة، أو بلاد رشوة، أو بلاد، يقولون ذلك الكلمات. والناس في الغرب أو في بلاد آخر يضحكوا عليهم، يقولوا أنت تطيح ببلادك، أنت لا تحب بلادك. وهذا ليس جيد. لازم واحد ليس يقول إلا الكلمات ويعمل صناعات ويبني وطنه إن شاء الله. وندفع ذلك الفكرات عند شبابنا هنا في فرنسا، في كل أحياء شعبي في فرنسا. شبابنا لا يعرف أي شيء من العروبة، لا يعرف أي شيء من اللغة العربية، لا يعرف حضارته، لا يعرف لماذا هو عربي، ما يفعل بعروبته، لا يعرف ذلك الشيء. وهذا الحال حزين جدا في فرنسا. ولازم كل الناس سيعلمون لأطفالنا إن شاء الله، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، والصراط الوطنية، والصراط العروبة، هكذا إن شاء الله. وسأذكر أذكركم في هذا الأربعة سنتكلمون في مقهى لغوي في مكتبة أومبرو بلانش كل أربعة مع أخوكم سليم. سنتكلمون باللغة العربية، وهكذا تعلمون اللغة، كيف نتكلم كلمات، كل شيء من اللغة، وعن كل مستوى.
إذا واحد لا يعرف اللغة العربية ليس مشكل، مرحبا. وإذا واحد يعرف العربية مرحبا، هكذا يعلمنا اللغة العربية. وهكذا سنبنو حوار في سبيل الضمير، حوار في سبيل الضمير. وإن شاء الله مرحبا بكم كلكم. وسنعود نتكلم بعد ذلك الأغنية جميلة جدا عن على القاهرة مع أغني مشهور من مصر، عمرو دياب. وبعد سنعود في برنامج الرجوع عربي رetour arabe في إذاعة بوستر اف ام معي. وشكرا جزيلا. الرجوع عربي مع سليم. retour arabe avec Salim. واهلا وسهلا هنا معي في برنامج رجوع عربي retour arabe معي سليم، اخوكم سليم بن عبد الرحمن في مدينة سولوج، مدينة جميلة جدا في شمال اندلس القديم، او جنوب فرنسا كما تحب. هنا معي وسنتكلمون عن موضوع جميل جدا، هو مدينة العرب هذا الأسبوع. وكل أسبوع سنتكلمون عن موضوع، والأسبوع الجاي سنتكلمون عن المنتخب الوطني الجزائري. لماذا سنتكلمون عن المنتخب الوطني الجزائري؟ لأنه جميل جدا وقوي جدا، إن شاء الله سينتقل إلى كأس العالم مرة أخرى. وأيضا لأنه شاهد بتاريخ كبير جدا، وتاريخ تاريخ معلق مع الثورة الجزائرية والثورة العربية في المغرب العربي. وهذا جميل جدا. ولازم الناس سيعرفون التاريخ ويعرفون المنتخب الجزائري كما عاش وكما بنى أنفسه. والجزائر خرجت من ظلمات إلى النور بثورتها. وسنتكلمون عن ماتش عن موجود الكأس العالم في روسيا في العام الجاي إن شاء الله، وسنتكلموا عليه وسنذكروا عن تاريخ المنتخب الجزائري. ومرحبا بكم معي هنا في مدينة سولوج على كل ذلك الأشياء. وأيضا مرحبا بكم كل أربعة في برنامج في المكتبة أمبرو بلانش وسط المدينة قريب من ساحة الكابيتول. إذا تعرفوا مدينة سولوج، فيها سنعمل اللغة العربية بمقهى لغوي. في مقهى لغوي سنتكلمون فقط باللغة العربية، هكذا الناس يعرفون ويتعلمون لغتنا الجميلة والقوية. وهو مفتوح لكل مستوى، إذا تعرف العربية أو لم تعرف العربية، هكذا الناس يتعلمون معي. وإذا لا يعرفوا العربية يسمعوا العربية. وإذا واحد يعرف طيب العربية مرحبا به، هكذا يعلمنا اللغة العربية، وهكذا نتعلم كلمات وأمثلات بلغاتنا الجميلة والطيبة إن شاء الله. ومرحبا بكم كل أربعة في مكتبة أمبرو بلانش من 6 إلى 7 مساء معي إن شاء الله. وتابعونا في الموقع انترنت retourarabe.com رجوععربي.com، وأيضا في ورقة فيسبوك العرب من سولوج 31 les Arabes de Toulouse 31. وفيهم تشاهد بالبرنامج ما نفعله في الأسبوع. وأيضا 1 سبتمبر فيه في مكتبة أمبرو بلانش يوجد إطلاق الجريدة أو الصحيفة رجوع عربي معي من 6 إلى 8 مساء معي إن شاء الله. وأنتم مرحبا بكم وكلكم مرحبا بكم في مكتبة أمبرو بلانش 1 سبتمبر. لم تنسى 1 سبتمبر في أمبرو بلانش معي في إطلاق الصحيفة رجوع عربي. وهكذا سنتكلمون عن التاريخ العرب، اللغة العربية في مدينة سولوج، أو تريد تتكلم عن اللغة العربية في فرنسا، حال اللغة العربية ومستقبلها إن شاء الله. هذا مهم جدا ومرحبا بكم فيهم.
سنتكلم عن الموضوع هذا الأسبوع هم المدينة مدينة العرب. في كل بلاد تشاهد المدينة العربية عندها حلم كبير جدا. وأنا أعرف حتى في السويديا في شمال أوروبا يوجد صرف مال باسم عربي، مال عربي، ومكتوب فيه مدينة المنورة، وكان لقب بغداد مدينة منورة. وهذا أكثر من جميل جدا. وحتى قريب منا في مدينة بير البنيان، هو بير البنيان بالعربية، توجد فيه صرف ومال عربي من مدينة قرطبة، من خلافة قرطبة كما الناس كانوا يسميه. وهذا أكثر من جميل في التاريخ. هكذا تعرف قوة الأمة العربية في ذلك الوقت، وقوة الخليفة في ذلك الوقت. وتدخل في عميق وكثير من الشيء. مدينة العرب ليس كمدينة في الغرب، تصبح الأذان، تصبح الأسواق، تصبح الناس في الشوارع، تصبح الناس يضحكون في الشوارع ويضحكون معك، وتصبح بلاد تقبل الناس من كل بلاد. في بلاد العرب ليس توجد فقط العرب، طبعا توجد فيه كثير من الناس، كثير من الشعوب، ويحبون ويقولون. في بلاد العرب تصبح فيها تسامح كثير وكبير جدا بين الناس، وهذا في سبيل الإسلام طبعا، وفي سبيل حضارات العرب أيضا. هكذا كلهم عندهم تاريخ جدا. في الشرق العربي مدينة القاهرة، مدينة دمشق، بغداد، حلب، كلهم عندهم تاريخ كبير جدا، ويشاهد بذلك الوقت وبخصوصيات الشرق العربي. ونحن في الغرب العربي عندنا خصوصيات أخرى. في مدينة وهران كما سمعنا، مدينة وهران، الجزائر، العاصمة تونس أيضا، فاز في المغرب الأقصى، هم كلهم وحتى الآن عندهم روح مخصص، روح عربي مغربي. وذلك الحال لازم الناس يعرفون ويعلموهم للشبابهم إن شاء الله، وتستطيع تنتقل من مدينة سلوج إلى بلاد العرب سريع جدا. مدينة وهران هي من ساعة من مدينة سلوج إلى مدينة وهران، ساعة في الطائرة. الجزائر العاصمة أكثر من ساعة. فاز ساعتين. مدينة تونس أيضا، ومالطا أيضا ساعتين. كلهم قريب جدا. وهكذا تستطيع تشاهد وتستطيع تتمشى وتسمع وتتنفس بروح العربي في مدينتنا وفي تاريخنا العظيم، تاريخ العربي. مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن في البرنامج رجوع عربي. ولازم تتكلمون معي وتكلمون في ورقة فيسبوك العرب من سلوج 31 ما تحبون في المستقبل، في الموضوعات ما تحبون. موضوع سنتكلمون عن حال العرب في فرنسا، تريدون أن نتكلمون عن فلسطين، تريدون أن نتكلمون عن العلاقات بين الجنوب والشمال في العالم. كل موضوعات، نحن مفتوحين عن كل موضوعات. إذن هو يوجد علاقة كبيرة مع التاريخ العربي إن شاء الله، وبه سنتمشون، لأننا عندنا ضمير العربي، والضمير العربي هو ليس قوي في فرنسا الآن، وهذا مشكل كبير. لازم في المستقبل إن شاء الله سيكون ضمير العربي قوي جدا جدا جدا. وهكذا إن شاء الله نحن عندنا برنامج باسم رجوع عربي، يعني كل أرجعة للعروبة، الرجوع عربي. وبه سنتمشون
به سنتمشون في موقع انترنت غدوغرب.com، في كثير من الاشياء، في مقهى لغوي كل اربعه، ومرحبا بكم وهكذا. لازم ان شاء الله سنتمشون وسنكون ناصرين بهذا التاريخ العظيم والكبير جدا جدا. ومرحبا بكم. كان الموضوع هذا الاسبوع على مدينه العرب وما صنعت في الحياة وفي الحضارات العالمية. مدينة العرب بمخصصها، مساجد، أسواق، نظام الوقف، أبواب، كل أشياء. والموضوع الجاي سنتكلمون عن المنتخب الوطني الجزائري وتاريخه وثورته وكثير من الأشياء، وبعد سنتكلمون عن موضوع آخر إن شاء الله، وتابعونا. ومرحبا بكم في مدينة سلوج معي بوستر اف ام مع أخوكم سليم، وهكذا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.